Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire de Saxo Bank. Nous avons de nouveaux arrivants aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, pour vous donner un peu en termes d'ordre de grandeur et comment ça fonctionne, on est à peu près sur un schéma de 45 minutes, 1 heure en fonction des questions. On va avoir deux parties. La première partie, je vais vous faire une petite introduction macroéconomique, quinzaine, vingtaine de minutes avec un vrai focus, effectivement, comme vous l'avez vu aujourd'hui, sur le secteur du luxe. Et ensuite, Marie-Caroline va prendre le relais. Elle va vous faire une démonstration sur la plateforme, hein, bien sûr, toujours sur cette thématique du luxe. Je le rappelle, on organise très régulièrement des webinaires avec Saxo Bank, donc en fonction de différentes thématiques. Hein. Marie-Caroline reviendra sur, je crois, sur la prochaine qu'on aura avec le pétrole. Et on est toujours, bien sûr, ravis de vous retrouver pour ces événements qu'on essaye de partager avec vous, avec ces quelques thématiques. Alors, bien évidemment, surtout, n'hésitez pas à poser des questions, puisque c'est aussi l'idée d'avoir un échange avec tout le monde. Donc, de mon côté, je serais ravi de répondre aux questions qui ont un peu plus trait à mon domaine. Après, Marie-Caroline, bien sûr, prendra le relais. Alors, le luxe, pourquoi on va évoquer le luxe? Pour deux raisons. Tout d'abord, une raison qui est un peu en termes de timing, à savoir, vous le savez, nous avons nos fameux résultats dans le secteur du luxe qui sont en ligne de mire. Et le deuxième point, c'est que lorsqu'on regarde l'évolution de la bourse, finalement, les valeurs du luxe, elles ont plutôt très bien performé. Alors, bien évidemment, au niveau du début d'année, mais on a finalement être positif en ce début d'année, c'est pas très, très compliqué, j'oserais dire, puisqu'il y a un repositionnement des investisseurs. On le voit très bien, on avait des gérants, notamment, qui étaient beaucoup trop pessimistes fin 2022 sur ce qui allait advenir en 2023. On se rend compte que l'environnement macroéconomique, que ce soit en zone euro ou encore du côté Chine avec la réouverture chinoise, porte plutôt une forme d'optimisme. Et donc, ça se traduit aussi en bourse avec les flux qui étaient plutôt localisés sur les valeurs refuges, c'est-à-dire le marché américain. Et on voit qu'on a des flux aujourd'hui qui partent des États-Unis pour aller se recycler ailleurs. Alors ailleurs, c'est notamment en Europe, notamment au niveau du CAC 40. Alors ça bénéficie aussi aux valeurs du luxe et on commence à voir pointer, même si on ne va pas vraiment évoquer ce secteur d'activité, en tout cas dans la première partie de présentation, on voit pointer aussi des flux qui reviennent sur les petites et les moyennes valeurs. C'est intéressant tout simplement parce qu'effectivement, c'est le signe d'un retour de l'appétit au risque. Encore une fois, par contre, point sur lequel j'accentue, le retour sur les petites et moyennes valeurs est encore relativement limité. Hein. Ça reste fébrile et on l'a vu d'ailleurs encore très récemment. On a aussi des petites et moyennes valeurs qui très clairement n'en bénéficient pas et font face plutôt à des difficultés de financement. Et d'ailleurs, on a eu au niveau du CAC enfin au niveau de la Bourse de Paris, on a eu cette semaine d'ailleurs plutôt quelques annonces un peu compliquées sur certaines très petites valeurs, des micro-caps qui ont eu des difficultés de financement et qui se mettent en placement, qui ont été placés en redressement judiciaire. Le luxe, qui est notre thématique. Ça, c'était un peu l'introduction en aparté. Sur le luxe, il y a un point qui est toujours très important à prendre en considération et vous avez certainement déjà entendu cela, donc je ne vais pas être très original, mais je pense que c'est important de le rappeler, c'est qu'effectivement, lorsqu'on regarde la composition du CAC 40 et même plus largement des indices européens, on a quand même très très peu de valeurs tech, hein, on n'a pas nos Nasdaq de notre côté, même s'il y a une ambition à cet égard, mais on verra si ça se réalise ou pas. De toute façon, c'est un horizon qui est très lointain. Et de l'autre côté, nous, en revanche, on a les valeurs du luxe qui sont un peu l'équivalent tech, mais avec une différence, c'est-à-dire, on l'a vu, les valeurs technologiques peuvent réagir assez négativement à un environnement où on a un peu d'aversion au risque. On l'a vu avec la hausse des taux de rendement, ça a été quand même très nettement négatif sur les valeurs du Nasdaq en 2022. À l'inverse, le luxe est beaucoup plus stable, fait un peu plus partie de ces valeurs bon père de famille. Et même si vous voulez en plus vous orienter, puisqu'on le voit très nettement avec nos clients, mais aussi plus au-delà de cela, il y a toutes ces thématiques ISR, investissement responsable socialement, ESG, qui comptent de plus en plus pour les investisseurs lorsqu'ils choisissent certaines valeurs. L'avantage, c'est qu'il y a moins de problématiques ESG sur du luxe, où il y a vraiment un vrai effort engagé dans ce domaine-là. Je penserais notamment, alors bien évidemment, à LVMH qui publie chaque année aussi avec ses résultats un rapport ESG qui est très très détaillé, je crois une centaine de pages, qui est assez intéressant à mentionner. La thématique ESG, un peu moins sur les valeurs tech. Lorsqu'on parle du luxe, on a finalement, et c'est un peu l'équivalent, hein, c'est pour ça que j'ai un peu volontairement fait la comparaison avec
avec les valeurs tech, c'est tout simplement, vous avez quelques entreprises de luxe en France qui ont une prépondérance sur le marché, une taille qui est tellement importante en termes de pondération du CAC 40 qu'elles vont avoir une influence sur l'intégralité finalement de l'indice. Là, je vous ai présenté notamment deux visuels, un sur la configuration du CAC 40 et à peu près depuis 10 ans, grosso modo, on a eu des valeurs du luxe qui deviennent dominantes au niveau du CAC 40. Et très clairement, ces valeurs du luxe, on va l'appeler les cols, donc c'est Kering, Hermès, L'Oréal qu'on peut tout à fait intégrer dans ce domaine-là, et LVMH sans réelle surprise. Donc ces 4 sociétés, elles tirent essentiellement le CAC 40 vers le haut. C'est à peu près la même chose que le Nasdaq. Finalement, pour savoir où va aller le Nasdaq, on va s'intéresser à quelques grandes entreprises technologiques. Où va aller le CAC 40? Si on reste en tout cas sur l'indice, on va s'intéresser à ces 4 sociétés et bien évidemment à LVMH, puisque vous le voyez, alors en termes de pondération, on est effectivement sur une pondération qui est extrêmement importante. Ensuite, vous n'avez pas au niveau la configuration du CAC 40, ce qui est mentionné, c'est que vous n'avez vraiment pas beaucoup de groupes technologiques. Ça reste très sous-représenté. Et vraisemblablement, il y aura assez peu d'évolution à cet égard dans les mois et années à venir. Et l'autre point, c'est ensuite, vous avez quelques valeurs, effectivement, dans l'industrie ou encore dans le bancaire, mais qui n'ont rien à voir en termes de pondération par rapport aux valeurs du luxe. Donc, on est sur un indice CAC 40 qui est finalement très largement dominé par les valeurs du luxe. Ça n'a aucune raison de changer. Et c'est plutôt une bonne nouvelle puisque c'est finalement une forme d'élément de stabilité du CAC 40 qui peut expliquer, même si bien évidemment l'année 2022 a été assez particulière, mais qui peut expliquer aussi une un peu moindre volatilité. Alors, le point qui est important, et là, ça s'adresse un peu, j'oserais dire, à des investissements bon père de famille, sur le luxe, en tout cas sur ces grandes valeurs du luxe. Si vous regardez dans le top 5 de l'indice parisien, vous avez 3 valeurs du luxe. Ces 3 valeurs du luxe, en moyenne, elles vont faire 20% par an de progression. Et cela tous les ans depuis 20 ans. Donc, c'est quand même massif. Elles ont toutes un bêta qui est acceptable. Donc, vous voyez, c'est Hermès, LVMH et Kering. Et notamment, par exemple, si on regarde juste le cas de Hermès, on est même sur un niveau qui est beaucoup plus important puisque vous avez, en termes de performance, on est sur du x50 sur 20 ans. Alors, bien évidemment, c'est le point qui est toujours important, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ça on le sait très bien, mais force est de constater en tout cas que vous avez plutôt pas mal de facteurs qui permettent d'être optimiste à court terme sur le secteur du luxe. Alors bien évidemment, c'est un peu aisé en termes de comparaison, mais malgré tout, c'est un élément qui compte. Bien évidemment, la réouverture chinoise va être un élément plutôt favorable pour les valeurs du luxe françaises. Et bien évidemment, ça va être un accélérateur si, en tout cas, ça correspond à nos prévisions macroéconomiques pour 2023. Chez Saxo, et on n'est certainement pas les seuls, on table sur un stimulus monétaire et budgétaire chinois qui sera très massif à partir du mois de mars, donc une forte relance. Et bien évidemment, la relance va permettre de soutenir la consommation, qui est un peu l'élément déprimé au niveau de la structure économique chinoise à l'heure actuelle. Et si bien sûr ça soutient la consommation, vous avez très aisément compris que normalement c'est plutôt favorable aux valeurs du luxe. Même si on se trompait sur ce scénario, puisque ça reste un scénario économique qui est quand même, je pense, quand même assez proche de ce qui va survenir, je tiens aussi à souligner que les valeurs du luxe ont réussi, grâce à la pandémie, aussi à se diversifier en termes de canaux de distribution, y compris en Chine, c'est-à-dire que des grandes valeurs du luxe ont parfaitement réussi à continuer d'opérer en Chine via le digital en pleine période de politique zéro Covid, et surtout, elles ont aussi réussi à s'étendre géographiquement. Beaucoup de valeurs du luxe ont notamment trouvé quelques relais de croissance du côté des États-Unis, où là, effectivement, vous l'avez vu, la consommation continue de bien se porter, en tout cas jusqu'à présent, malgré un contexte inflationniste qui est important. Donc, il y a quand même, en termes d'analyse fondamentale, beaucoup d'éléments qui sont plutôt très favorables à une poursuite, en tout cas, plutôt de bonnes performances dans ce secteur d'activité. Encore une fois, je le rappelle, on est plutôt sur un secteur d'activité de bas de portefeuille.
Sur les attentes des analystes. Alors, ici, je vous présente les attentes des analystes pour 2023. Grosso modo, vous le voyez, même le scénario le plus optimiste pour 2023 est très nettement à la traîne par rapport à l'année 2022 en termes de croissance des ventes de produits de luxe. On a donc ce visuel est fourni par Ben & Co et donc on a bien sûr enlevé les effets taux de change puisque sinon ça biaise très nettement l'analyse. Je vous avoue être assez peu en accord sur ce ralentissement attendu du marché du luxe en 2023 pour une simple et bonne raison, c'est que le ralentissement qui est mis en avant, donc les estimations qui sont présentées, elles datent de fin 2022 et grosso modo, elle reposait sur le fait qu'on aurait ou qu'on aura une récession qui sera très importante. Souvenez-vous, fin 2022, c'était le scénario pour 2023. Si vous aviez suivi à l'époque nos webinaires, on vous disait soyons prudents, même si récession il y a, elle sera de faible ampleur et c'est confirmé par les chiffres. Vraisemblablement, on n'est pas sur un scénario catastrophe. Donc, même si aujourd'hui les analystes n'ont pas complètement révisé à la hausse leurs anticipations pour le secteur du luxe, à mon avis, ça va être le cas, notamment après les résultats d'entreprise qui vont tomber. Et donc, on devrait, alors peut-être pas être sur une performance en termes de croissance des ventes aussi importante qu'en 2022. Là, je pense que ça reste plus incertain, mais en revanche, on devrait avoir quand même une performance tout à fait honorable et plus importante que le scénario le plus optimiste qui est présenté ici. Donc pour moi, les attentes vont être révisées à la hausse tout simplement, et on l'a vu déjà dans d'autres secteurs d'activité, parce que les analystes étaient trop pessimistes en 2022 pour leurs prévisions de 2023, et ça vaut aussi pour le secteur du luxe. Donc je prêterai assez peu attention à ce sujet bien précis. Alors, je n'allais pas uniquement vous parler des grandes valeurs du luxe et LVMH, etc., puisque si vous investissez déjà en bourse, je pense que vous connaissez déjà très bien LVMH, donc je ne vais pas vous surprendre à vous donner de nouvelles idées précisément sur LVMH. Je pense que c'est assez clair sur ce qui se passe. En revanche, j'ai décidé de m'attarder sur plutôt une petite valeur du luxe. On n'est pas du tout sur les mêmes niveaux que LVMH, mais donc Brunello Cucinelli, excusez-moi, qui est donc à la fois la marque et donc fondée par le président exécutif. Ici, je vous présente juste son dernier rapport sur les résultats trimestriels. Donc, je me permets de lire les grands points importants. 2022 a été sans aucun doute notre année de rupture, car nous avons réalisé une augmentation du chiffre d'affaires de 29%. Vous le voyez, c'est quand même tout à fait honorable. Par conséquent, en 2023, nous envisageons une croissance du chiffre d'affaires d'environ 12%, en atteignant le cap très important d'1 milliard de ventes. 12%, c'est aussi tout à fait honorable après une telle performance en 2022. J'attire votre attention sur les revenus, d'où ils sont tirés du point de vue géographique. Vous le voyez, on a aussi, c'est ce que je vous disais, pour beaucoup de valeurs du luxe qui ont réussi à être un peu moins dépendant de l'Asie et à se recentrer sur la zone États-Unis. C'est aussi le cas de cette marque-là. Je vous inviterai éventuellement à regarder son évolution en bourse. C'est une belle société. Pas d'avis particulier sur vraiment le business model, etc. Mais c'était juste pour vous présenter qu'effectivement, on a tout un écosystème boursier autour du luxe qui ne regroupe pas uniquement les grandes valeurs que je vous ai présentées, mais des valeurs plus petites et moyennes qui ont aussi de très belles performances et qui peuvent, alors en étant peut-être un tout petit peu plus volatiles, bien sûr, qui peuvent aussi faire partie d'un scénario de bas de portefeuille. Donc, on est effectivement sur ce type d'évolution avec de belles opportunités. C'est une entreprise dans le secteur du luxe parmi tant d'autres, mais effectivement qui peut être éventuellement intéressante à regarder. Je vois qu'il y a aussi énormément de questions et je vous remercie aussi pour les vœux de bonne année, puisque effectivement, vous avez raison, c'est le premier webinaire qu'on organise depuis le début d'année. Juste pour répondre sur quelques questions, puisqu'après je laisserai la parole à ma collègue. Malheureusement, je ne pourrai pas être pendant tout le webinaire avec vous. Je laisserai ma collègue prendre le relais sur la partie plateforme. Donc, je réponds sur les questions qui tombent un peu plus de mon côté. Sur les indicateurs, les sites qui permettent de suivre les flux, je l'ai énormément accentué. Alors, vous n'avez pas d'indicateurs qui sont publics, malheureusement, à ma connaissance, pour suivre les flux. En revanche, effectivement, chez Saxo, nous, on a des indicateurs qui nous permettent de regarder un peu où vont les flux. Et c'est vrai qu'un des éléments de réponse pour savoir
comment évolue la bourse, en tout cas sur les actions, c'est vraiment de savoir où sont orientés les flux. Et là, aujourd'hui, très très clairement, si je regarde les dernières données, j'ai regardé avant le webinaire, vous avez effectivement des flux qui sont vendeurs du côté américain et qui vont se recycler ailleurs, et ça bénéficie quand même très très nettement à l'Europe. Alors bien sûr, en partie au niveau du secteur du luxe, hein, mais bien plus largement, puisque je pourrais prendre quasiment un peu n'importe quelle valeur sur le luxe, sur le CAC 40. On a une forte chance d'être plutôt en bonne performance depuis le début d'année. Sur LVMH, j'ai eu 2 questions. Donc, sur LVMH, croissance externe, et LVMH était négative en 2022. Logiquement, elle devrait reprendre sa vitesse de croisière. Qu'en pensez-vous? Alors oui, hein, c'est un peu ce que j'ai évoqué. Je pense que ça reste des belles valeurs de mon père de famille. J'avais beaucoup parlé en 2022 d'Hermès, notamment, puisque si on regarde la valo de Hermès a beaucoup chuté. C'est aussi le cas pour LVMH, hein, d'ailleurs pour plus globalement sur le secteur du luxe en 2022. Et les valos, pour certains, notamment Hermès, sont plutôt aujourd'hui attractifs par rapport aux attentes qu'on peut avoir en termes de chiffre d'affaires et de résultats sur les années à venir. Donc très clairement, je pense que le luxe va plutôt accélérer. Et comme je vous l'ai dit, à mon avis, le consensus, même s'il commence à être révisé à la hausse, est encore un tout petit peu pessimiste sur les valeurs du luxe et donc éventuellement aussi, bien évidemment, sur LVMH. Ce qui paraît assez évident. Je regarde en même temps hein, si vous avez d'autres questions qui concernent plutôt cet aspect-là. Le dernier point, en tout cas en termes de conclusion de mon côté, je vous invite à rester parce que vous aurez la démonstration plateforme et donc toujours reliée à notre secteur du luxe. C'est tout simplement qu'on là, on a essayé de vous présenter un peu en bas de portefeuille qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qui peut être intéressant. La deuxième étape, c'est effectivement de voir comment on va pouvoir éventuellement monter en gamme. Et donc, on a un autre webinaire qui sera organisé, notamment avec un focus sur l'énergie, où il y a pas mal d'opportunités, y compris les matières premières aussi, avec la réouverture chinoise. Vous avez peut-être vu que le zinc a très, très fortement augmenté. Le cuivre aussi, même s'il y a une petite phase de consolidation, mais ça devrait continuer d'augmenter. Donc, il y a aussi beaucoup de facteurs qui jouent. Et encore une fois, vous le voyez, sur tous ces éléments que je viens d'évoquer, la lame de fond, ça reste la Chine. Fondamentalement, ce qu'il faudra surveiller cette année, c'est la Chine, parce que ça aura bien sûr un impact sur nos fameuses valeurs du luxe, ça aura un impact sur les matières premières, notamment métaux industriels, puisque si vous regardez sur les matières premières aujourd'hui, c'est les métaux industriels qui sont nettement en hausse, alors que l'énergie en baisse, et aussi sur l'énergie, bien évidemment, et notamment le pétrole, où chez nous, chez Saxo, on est plutôt sur une hausse du baril de pétrole en 2022, tout simplement parce qu'on anticipe que la demande chinoise va être de 4 millions de barils de pétrole par jour supplémentaires, probablement plutôt après le printemps. Et aujourd'hui, le marché n'est pas prêt à fournir autant de barils, puisque les attentes sont autour de 1,2 million de barils. Mais ça, c'est un autre sujet qu'on évoquera par la suite. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions qui concernent, j'oserais dire, entre guillemets, ma partie, je vous laisse entre les mains de Marie-Caroline, qui va vous faire une petite présentation. Et de mon côté, je serais ravi de vous retrouver très prochainement. Donc, présentation sur la plateforme. Merci beaucoup, Christopher. Alors, je vais juste partager mon écran. Un instant. Voilà. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, comme le disait Christopher, je vais effectuer une présentation de la plateforme, donc avec une analyse technique donc assez rapide sur LVMH et puis également un plan de trading sur un turbo. Alors bien évidemment, il ne s'agit pas d'un conseil, c'est effectivement le but de cette présentation et de montrer voilà, tous les outils disponibles sur la plateforme et également voilà, les possibilités offertes par certains instruments. Donc là, en l'occurrence, les turbos. Donc là, je suis positionnée sur la Saxo Trader Go. Je vais effectivement mettre le graphique en plein écran. Voilà. Donc là, j'ai également mis la plateforme en blanc pour que vous puissiez mieux visualiser donc, ce graphique. Alors, pourquoi LVMH? Parce que demain seront publiés à 18 h les résultats
Donc là, pour le moment, les analystes attendent une croissance organique de 8 contre 19 au précédent trimestre. Ce que les investisseurs attendent surtout, ce sont les perspectives de croissance, notamment, des ventes en Chine avec la réouverture du pays. Dans ce contexte, marqué, par un fort rebond depuis, le début de l'année, on a vu que là, le titre LVMH a atteint, son plus haut, historique. Voilà, effectivement, depuis le début de l'année, là, on a une croissance assez impressionnante, du titre. Donc là, on va se pencher sur, l'analyse technique dans un premier temps et puis comme je vous l'ai dit, ensuite, alors là, on me dit qu'apparemment vous ne voyez pas mon graphique. Alors, je prends un petit instant. Alors, est-ce que là, tout est bon? Alors, excusez-moi pour ce petit, voilà, ce petit bug. Donc là, voici le graphique. Donc là, je l'ai mis en 1 jour. Donc là, je vais commencer par ajouter les indicateurs. Donc je vais ajouter simplement, quelques indicateurs, donc les plus utilisés, la moyenne mobile et également, les moyennes mobiles, pardon, et puis également le RSI. On va essayer également de, voilà, de déterminer un support pour notre, plan de trading. Alors, on commence tout de suite par les indicateurs qui se trouvent juste ici. Juste ici. Donc, on va commencer effectivement par les moyennes mobiles. Donc, on va ajouter la moyenne mobile long terme, donc sur 200 jours. Je la laisse en bleu. Ensuite, on va indiquer 50 jours. Je change la couleur afin de pouvoir mieux les distinguer. Et également la moyenne mobile sur 20 jours. Je vais ajouter également le RSI. Voilà, donc là, on laisse le paramétrage par défaut. Donc là, effectivement, ce qu'on voit, c'est que, on est toujours sur une tendance haussière. Donc effectivement, avec le cours qui est positionné au-dessus des moyennes mobiles, hein, également la moyenne mobile de 20 jours, celle qui est affichée en vert, qui est au-dessus de la moyenne 50 jours. Également, on a toujours un potentiel au niveau du RSI, là, juste en bas. Donc voilà, on est vraiment sur, cette tendance haussière et voilà, on ne peut pas dire pour le moment, il y a un signe de retournement. Alors, donc là, effectivement, il faut toujours être prudent, juste avant les résultats. Effectivement, puisque voilà, on ne sait pas effectivement comment vont, réagir les marchés si, le titre, si les résultats sont finalement en dessous ou au-dessus des attentes. Si voilà, si jamais voilà, vous anticipez, un pullback, donc une pause dans cette tendance, vous pouvez, vous positionner, à la baisse. Donc ça, c'est une possibilité offerte donc par les turbos. Je vais revenir, hein, plus en détail sur les turbos. Mais voilà, effectivement, il faut être prudent, et bien faire attention, notamment, au niveau de perte maximum. Et donc on va voir qu'avec les turbos, le mécanisme de fonctionnement du produit permet justement de limiter les pertes en cas effectivement d'un gap, donc c'est-à-dire d'un fort, écart, du cours, suite à l'annonce des résultats. Donc, on va tout de suite, je vais déjà normalement, j'espère que là, au niveau de l'affichage, c'est toujours bon. Je vais juste remettre mon graphique en petit. Je vais remettre la plateforme. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire si, s'il y a un problème au niveau de l'affichage. Normalement, je pense que tout est bon. Alors, sur le turbo, donc comme je vous l'ai dit, si vous souhaitez, on va dire vous positionner sur un mouvement, à la baisse du titre. Donc voilà, comme je vous disais, on n'est pas sur une tendance baissière, mais sur simplement un mouvement de correction ou un mouvement effectivement de pullback. On peut effectivement utiliser les turbos. Donc là, je vais aller tout de suite dans le sélecteur qui se trouve juste ici et je vais ici
afficher la liste des filtres. Donc là, vous pouvez sélectionner l'instrument. Donc là, je me positionne sur les turbos. Le sous-jacent, LVMH. Voilà. Alors, le sens, donc le put ou le call. Le call, c'est effectivement si vous vous positionnez à la hausse, vous souhaitez bénéficier d'un mouvement haussier du titre, ou au contraire, à la baisse, c'est le turbo put. Alors, je vais aller plus en détail ensuite. Je vais sélectionner le niveau de la barrière. Je vais vous expliquer exactement ce que cela signifie. Donc là, on a normalement, je vais mettre 820. Donc là, ici, on a la barrière stop. Donc, je vais prendre celui-ci, par exemple, avec une barrière à 818. Donc, qu'est-ce que cela signifie plus précisément? En fait, le turbo, c'est un produit dérivé, donc qui permet de se positionner à la hausse comme à la baisse, comme je l'ai indiqué, sur un sous-jacent. Donc, sur un sous-jacent, ça peut être... il y a énormément de sous-jacents disponibles, donc ça peut être un indice, ça peut être une matière première, ça peut être une devise, mais également une action. Alors, en général, voilà, ça va être les actions les plus liquides avec le plus de volume et les capitalisations les plus importantes. Vous n'allez pas forcément trouver des turbos sur des petites valeurs, sur des small caps. Donc là, LVMH, bien évidemment, il n'y a aucun problème. Donc là, j'ai indiqué effectivement une barrière à 818. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous prenez un turbo, le turbo, en fait, c'est un produit dérivé qui permet de financer uniquement la différence entre le sous-jacent et la barrière. La barrière, c'est en quelque sorte comme si vous aviez un stop loss, donc c'est-à-dire voilà, lorsque vous placez un ordre à seuil de déclenchement pour vous protéger d'une baisse. Là, c'est le même fonctionnement en fait. Vous avez une barrière, donc là, comme on est à la baisse, on est short, effectivement, on indique un niveau de barrière qui est au-dessus du cours actuel. Donc là, j'ai indiqué 818. Donc, c'est-à-dire que si le cours de LVMH atteint le niveau de la barrière, donc ici 818, le produit sera désactivé et vous perdez l'intégralité de l'investissement initial. Sauf que effectivement, ça ne peut pas aller au-delà. C'est-à-dire que la perte est de toute manière limitée à ce niveau de prix. Vous ne pouvez pas perdre plus que la différence effectivement entre le cours du sous-jacent et ce niveau de barrière qui est en quelque sorte un stop loss, donc à 818. L'avantage également, c'est qu'il y a une parité. Donc, je vais mettre sur la fiche produit pour vous montrer les conditions de trading. Donc là, c'est juste le petit i qui se trouve ici, juste à côté du bouton achat-vente. Vous l'avez également sur les autres plateformes. Il est vraiment sur l'ensemble des plateformes. Et vous allez dans caractéristiques. Donc, on a une parité sur le turbo de 40. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, là, vous avez même l'explication hein, sur les conditions de trading, qu'il va falloir prendre 40 turbos, 40 unités de turbo pour être exposé à une action LVMH. Donc voilà, si je résume, le turbo, c'est la différence, le prix d'un turbo, c'est la différence entre le niveau de la barrière, donc les 818, et le cours du sous-jacent, divisé par la parité. L'émetteur, qui est en général une banque, donc voilà, par exemple ici on a Société Générale, ajoute également une prime de gap. Donc en fait, cette prime de gap, c'est justement pour se prémunir d'un fort mouvement sur le titre. Alors, juste je vois quelques questions déjà. Malheureusement, non, il n'est pas possible d'investir sur un turbo dans le cadre du PEA parce que le PEA est tout simplement réservé aux actions uniquement. Et là, il s'agit d'un produit dérivé, d'un certificat. Et donc, effectivement, il n'est pas possible il n'est pas possible d'investir sur des turbos sur le PEA. Donc là, sur ce turbo, la perte maximum, on va prendre un exemple. Si on retourne sur le graphique LVMH. Si on retourne sur le graphique LVMH, donc là,
tout à l'heure, on a vu, là normalement c'est toujours, oui, c'est bon, c'est en plein écran. Tout à l'heure, effectivement, on était sur l'analyse graphique et donc on souhaite effectivement se positionner sur un pullback du titre, sur une correction, donc effectivement qui se trouve toujours dans la tendance. Donc si par exemple on utilise des outils de tracé, donc là on peut déterminer par exemple un support qui va nous servir d'objectif de gain pour effectivement cette stratégie de trading. Donc là, on a, alors je vais juste, hop, là on voit, on a à peu près sur la zone des 837, pardon, 737, 740, on voit qu'on a un support. Donc déjà, ça peut nous servir de base concernant notre stratégie sur le turbo avec une barrière à 818. Donc c'est-à-dire qu'en fait, voilà, là, si on se positionne sur un turbo put, on peut potentiellement avoir donc un objectif de gain donc du cours actuel 793 vers 737, si effectivement le scénario se confirme, et une perte maximum qui correspond à la différence entre 793 et 818, donc c'est-à-dire la barrière, le stop loss du turbo. Alors, donc si on retourne sur notre turbo, donc là, le niveau de barrière, je crois que là, au niveau du... Oui, effectivement. Donc là, le turbo, sachant que le cours du sous-jacent est à 793, le cours du turbo est à 0,75. Comme on a vu, c'est la différence entre les 818, les 793 divisé par 40, qui était la parité. Donc si par exemple, je me positionne à l'achat donc d'un turbo put sur, on va prendre effectivement une quantité qui va nous permettre de calculer aisément. Alors sur 1000 turbos, donc mon investissement initial est donc de 780 €. Vous avez la valeur boursière ici, juste en bas du ticket d'ordre, 780 €. Sachant que concrètement, vous êtes exposé à une variation de 25 actions LVMH, puisqu'on a 1000 turbos avec une parité de 40. Donc ça veut dire, 1000 divisé par 40, que vous êtes exposé à la variation de 25 titres LVMH, comme si vous aviez pris au comptant une position de 25 LVMH, donc c'est-à-dire une valeur de position d'à peu près 20 000 €. Donc, vous voyez, là, vous avez un effet de levier. Donc, c'est-à-dire que l'investissement est réduit. Il est de 780 € pour potentiellement une position qui, en réalité, si vous achetiez les actions en portefeuille, serait d'à peu près 20 000 €. Donc, effectivement, là, si on prend l'exemple de ce passage d'ordre, vous prenez donc 1000 turbos. Donc, l'investissement est de 780 €. Et donc, nous, on avait positionné notre objectif de gain donc sur le support qui était à 737. Donc 737, tout simplement 737, donc on prend les 793 du cours actuel, moins les 737 donc de l'objectif de gain, puisque voilà, le titre baisse, la position est en gain. Ce qui donne 56 divisé par 40, donc toujours la parité. Donc, ce qui donne un gain potentiel de 1,40 par turbo, donc de 1400 €. 1400 € de gain potentiel, si la stratégie, si le scénario se confirme, pour une perte maximum de 780 €, puisque je le rappelle, si le titre atteint la barrière, l'investissement initial et l'investissement initial est perdu en totalité, mais pas au-delà. Parce qu'effectivement, certains produits qui traitent sur marge à effet de levier ont des pertes potentiellement illimitées. Donc effectivement, là, dans ce cadre-là, l'investissement, vous avez déjà votre perte maximum, comme si vous aviez pris une position sur un titre LVMH et que vous aviez positionné un stop loss. Une fois que vous avez pris votre position, au niveau des types d'ordres, vous avez
une possibilité sur la plateforme, un outil qui peut être intéressant, puisque voilà, vous n'avez pas forcément envie de calculer le prix, que potentiellement peut avoir le turbo parce qu'effectivement, comme je disais, l'émetteur ajoute, une prime de gap et également, sa rémunération qui correspond à la différence entre l'achat et la vente. Donc vous n'allez pas forcément calculer, le niveau du turbo, au centime près. Donc si vous passez par exemple un ordre de vente ou même un ordre d'achat, si vous souhaitez vous positionner à un certain niveau, vous pouvez ajouter une condition. Donc c'est l'ordre conditionnel. Donc c'est-à-dire qu'un ordre va être déclenché, à condition effectivement que le sous-jacent, donc là vous pouvez indiquer le sous-jacent, donc par exemple LVMH, atteint donc par exemple 737. Donc là, voilà, donc là, par exemple, vous mettez un ordre de vente, donc des 1000 turbos. Donc vous pouvez, également, modifier, le type d'ordre, donc par exemple, marché. Donc là, ici, c'est l'ordre, la partie en haut, c'est l'ordre qui va être envoyé sur le marché lorsque le cours du titre LVMH atteint le niveau de 737. Donc là, c'est intéressant, ça vous permet de positionner vos ordres sans être, par rapport au cours de LVMH, sans être nécessairement, voilà, obligé de calculer, la valeur, du turbo. Donc voilà, comme je disais, alors sur la plateforme, vous avez également d'autres informations sur les turbos, donc notamment le niveau d'effet de levier, donc par exemple ici 28. Vous avez également, d'autres informations, donc la barrière bien entendu, le type de turbo. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, je vérifie. Hem, alors, donc là non. Alors juste pour information, je vous montre également, puisqu'on a parlé tout à l'heure du prochain webinaire qui va se dérouler sur l'énergie. Donc ce sera effectivement le 8 février. Donc là, vous pouvez aller directement, donc là, quand vous êtes sur la plateforme, vous allez sur marché et info et ici webinaire, donc là sous, le sous-menu et vous pouvez directement vous inscrire. Donc là, il va y avoir également une présentation donc de, Christopher, comme aujourd'hui et puis en seconde partie, une présentation de la plateforme avec mon collègue Nicolas sur, et une analyse technique sur, le titre Total. Hem, alors, je vois qu'il y a une question sur combien de temps le turbo est validé. Alors, je ne suis pas tout à fait certaine de comprendre la question. Je pense qu'effectivement, peut-être vous faites référence à la validité du turbo. Alors certains turbos ont une validité limitée. Là, moi, j'ai pris un turbo avec une, validité, pardon, une il y a sans date d'échéance, qu'on appelle les turbos illimités. Donc effectivement, il faut faire attention si vous avez un turbo avec une date d'échéance à voilà, à faire en sorte de sortir de la position avant la date d'échéance. Voilà, c'est mieux puisqu'effectivement, vous avez dans ce cas, comment dire? Le turbo va être, on va, voilà, va cesser de côté et ensuite, pour récupérer la différence entre le cours de clôture et du sous-jacent, et la barrière, voilà, ça se fera à peu près sous 10 jours sur le compte. Alors concernant j'ai une question également sur les stops qui sont placés sur le turbo. Normalement, c'est bien un stop and quote, hein, donc c'est-à-dire c'est bien un stop qui est placé non pas sur le cours du turbo, puisqu'effectivement lorsque vous placez un ordre, ce qu'il faut faire attention sur un turbo, effectivement c'est très important, c'est de bien, placer vos ordres en fonction,
du carnet d'ordre et non pas du dernier cours, puisqu'il peut y avoir très peu de transactions sur un turbo. Ce qui est important, c'est l'animation du carnet par l'émetteur, donc effectivement le cours achat-vente. Donc là, normalement, le stop est bien sur le carnet, non pas le dernier cours. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter au service client pour voilà, si vous avez des questions là-dessus. Mais normalement, c'est bien sur le carnet d'ordre et non pas sur le dernier cours. Alors, les ordres conditionnels sont-ils disponibles sur toutes vos plateformes? Je pense qu'il est disponible uniquement sur la Saxo Trader Go. Là, j'ai un petit doute là-dessus. Il ne me semble pas qu'il soit disponible sur la Saxo Investor, non. Donc en tout cas, ce sera disponible sur la Saxo Trader Pro et la Saxo Trader Go. Alors, c'est de voir s'il y a d'autres questions. Non, normalement non, n'hésitez pas. Bon, en tout cas, voilà, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Comme je disais, n'hésitez pas à voilà, vous inscrire pour les prochains webinaires. Donc là, j'ai mentionné le webinaire sur l'énergie, mais également sur l'intelligence artificielle le 22 février.